Salut François. Écoute, on se connaît depuis longtemps. Ouais. On s'est connus dans le temps au PQ, dans un autre parti. Et ben, on s'est suivis, puis on est devenus amis. Ben, dis-moi donc, d'abord, c'était au PQ, là, mais pourquoi tu as décidé de t'impliquer en politique? Tu es un enseignant, Ouais. là, tu es rendu père de famille. Pourquoi tu te donnes autant de troubles t'impliquer en politique? Ben, je trouvais que on allait nulle part au Québec. OK. J'avais l'impression qu'on stagnait, que je lisais dans les livres d'histoire, la Révolution tranquille, le Québec Inc., les grands changements des années 70, début des années 80, puis on se retrouvait au début des années 2000, puis je trouvais que c'était comme si on roulait sur un élan qui datait de 30 ans Ouais. ou 20 ans. Puis je me disais, comment ça fait que nous autres, on est comme la génération qui a plus de guts, qui a plus de grands projets, qui n'ose pas toucher à rien parce que, c'est le modèle, puis il faut pas toucher le modèle. Je trouvais pas ça emballant pour moi, puis pour mes deux petites filles, parce qu'à cette époque-là, il y avait comme 2 ans, 4 ans, des Donc, très tu fais un jeunes. peu de politique aussi pour tes deux petites filles, pour les C'est prochaines sûr, générations. c'est sûr. Puis mon père me disait tout le temps, tu sais, peu importe ce que je vais faire, toi, il faut que tu fasses mieux. Moi, je te laisse mieux que ce que j'ai reçu. Puis il avait bien raison, il m'a laissé mieux que ce qu'il a reçu. Puis il me disait, toi, Jean-François, il faut que tu laisses mieux que ce que tu as reçu. Puis je me disais, crime, on va-tu être la première génération à laisser moins bien que ce qu'on a reçu? Puis j'étais pas capable de regarder mes deux petites filles, puis d'être complice de ça. Fait que là, il faut que j'y aille. C'était quoi des sujets là, sur lesquels tu voulais t'impliquer, faire des changements? C'était quel changement ou quel grand secteur? Évidemment, il devait y avoir l'éducation. C'est sûr qu'il y avait l'éducation, parce que j'étais enseignant, j'avais été au Conseil supérieur de l'éducation, mais il n'y avait pas juste ça. Moi, j'avais été impliqué dans un groupe, j'avais même aidé à cofonder Force Jeunesse. C'est que la notion, pour moi, d'équité entre les générations, c'est bien important, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire aussi les finances publiques. Ça a l'air théorique, les finances publiques. Mais moi, je voulais pas être la génération qui se paye des soins de santé avec la carte de crédit, puis qui laisse à mes petites filles la facture. Ouais. Et moi, je me disais, attends une minute, là, il faut que ce qu'on bâtit, ça soit assez solide. Tu sais, c'est comme si on coulait un étage, puis eux autres peuvent mettre un étage par-dessus, un étage par-dessus. On peut pas leur laisser quelque chose qu'eux peuvent pas se payer ensuite, parce qu'ils sont pris pour payer les intérêts sur ce que nous autres, on s'est payé. Ça venait me chercher. Donc, ça veut dire l'économie aussi. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas quelqu'un qui vient du monde des affaires, mais mes parents, oui. OK. Eux autres étaient des gens d'affaires. Moi, je les ai vus faire la comptabilité, faire les T4, faire du marketing, tout ça. Puis, je suis conscient qu'il faut créer de la richesse pour la partager. Je trouvais qu'on stagnait en économie, en finances publiques. Ouais, on était là, mais il n'y avait pas de vision d'avenir. Tu sais, c'était comme... Mais on il faut- continue de faire ce qu'on faisait, puis ça finit là. Il faut dire qu'il y a un lien entre l'éducation et l'économie. Oui. Je me souviens, quand je suis venu en politique, moi, Lucien Bouchard, c'était pour être ministre de l'économie. À l'époque, on disait industrie commerce. Ouais. Puis après 3 mois, il m'avait nommé ministre de l'Éducation. Puis il avait dit, ben voyons donc, je suis venu pour l'économie, mais il m'avait dit, puis il avait raison, la meilleure façon de bien partir ton économie, c'est l'éducation. Ça reste encore tu sais, une étape importante, là, surtout dans une économie du savoir. Tu sais, on disait beaucoup avant la lutte au décrochage, là, on travaille les taux de réussite, mais tout ça, ça revient au même. Là. Il faut que chaque jeune aille au bout de son potentiel. Ouais. Puis au bout de son potentiel, ça ne veut pas dire que tout le monde a un bac, une maîtrise, un doctorat. C'est que tout le monde sorte qualifié, soit capable d'être heureux, d'avoir un travail qui stimule. Tu sais, il y en a que ça va être monter des murs à J-Proc, il y en a d'autres, ça va être monteur, caméraman, puis il y en a d'autres, ça va être faire de la recherche en sciences de la vie. Mais il faut que tout le monde soit équipé pour contribuer puis être fier le soir de ce qu'ils ont fait. Puis c'est ça, le pari de l'éducation. Ça devient payant pour tout le monde. Ouais. Bon, tu es rendu ministre de l'Éducation, pas de l'Éducation, tu as été ministre de L'été. l'Éducation. Ouais. Tu es rendu ministre de l'Immigration. Ouais. Et évidemment, c'est un sujet délicat. Puis c'est pas pour rien, je t'ai nommé là. Je sais que tu es capable de naviguer quand c'est délicat. Ben, comment tu vois ça, là, l'immigration au Québec, d'abord de façon générale? Bien, pour moi, l'immigration, c'est des opportunités. Oui.
des opportunités pour les gens qui arrivent, qui améliorent leur sort, c'est sûr. Hein. Peu importe. Le Québec, c'est tellement un lieu extraordinaire, un lieu de tous les possibles, avec les richesses naturelles, nos universités. C'est sûr qu'en arrivant ici, tu améliores ton sort. Correct. Puis il y a des opportunités pour le Québec. Des gens qui viennent contribuer dans nos facultés de sciences, qui viennent aider à faire la recherche fondamentale, la recherche appliquée, des gens qui viennent garder des entreprises en région ouverte. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Mais après, là, il y a la question de l'identité. Puis l'équilibre à trouver. Je dis à trouver parce qu'il y a eu un débordement dans les dernières années. Donc là, on est comme pris pour reprendre ça en main, puis s'arranger pour se faire entendre par le fédéral. Parce que, on va se le dire, là, il est arrivé trop de monde en peu de temps à Montréal, puis ça a brisé notre équilibre. Ouais. On a une grande responsabilité. Tu sais, je disais tantôt, laisser aux autres mieux que ce qu'on a reçu, mais c'est vrai aussi en matière de langue puis d'identité. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on regarde l'histoire, le Québec a toujours accueilli plus que sa part d'immigrants. Tu sais, quand on fait des calculs par 1000 habitants, le Québec puis le Canada sont un des endroits au monde qui en ont toujours reçu le plus. Puis les gens qui viennent au Québec, habituellement, ils disent « je suis bien accueilli ». Puis ça existe depuis longtemps. Mais là, il y a une question, effectivement, bon, on me dit souvent, le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Hein, on est une petite poignée dans des centaines de millions d'anglophones autour. Et, bon, là, ce qui est arrivé, Justin Trudeau, pour le nommer, gouvernement fédéral, depuis 2 ans, il a augmenté plus de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires. C'est compliqué, là, immigrants permanents, immigrants temporaires, mais il reste que ils se sont installés beaucoup à Montréal. Puis là, ben, les chiffres sont parlants. Il n'y a pas si longtemps, on avait à peu près 60% de francophones à Montréal. On est rendu à 43%. Donc, on est tombé en bas de la barre du 50%. Ouais. Ça peut devenir difficile d'intégrer ou d'exiger d'intégrer au français tout ce monde-là quand tu es minoritaire. Donc, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la tendance? Parce qu'on ne peut pas se permettre que notre métropole ne soit plus francophone. Puis quand je dis 43%, là, oui, il peut y avoir plusieurs façons de définir un francophone, mais il reste que quand tu ne parles pas français à la maison, c'est difficile de dire que tu es un francophone. Je comprends qu'il y en a 51%, je pense, qui parlent français au travail, mais il reste que c'est inquiétant la vitesse de cette baisse. Et ben, comment on fait? Parce que, bon, le fédéral ne semble pas vouloir agir pour réduire le nombre, parce que on se dit, le fédéral est passé de 200 000 à 400 000 immigrants temporaires juste à Montréal. On leur demande de revenir à 200 000. On leur demande ça depuis 2-3 ans, puis ça semble pas bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je suis d'accord avec le constat que le statu quo n'est pas tenable. Ouais. C'est de dire, pour l'avenir, on fera plus attention, là. Je suis pas d'accord. Il faut changer l'état de situation actuel à Montréal. Il y a trop de personnes qui parlent pas français, ceux qui connaissent pas du tout le français, ou pour qui le français, c'est juste une petite langue fonctionnelle, là. C'est utile pour se débrouiller, là, tu sais. Ouais. Un peu comme un Québécois qui parle anglais, il dit, c'est le fun, quand je voyage, je peux utiliser l'anglais, mais c'est pas des anglophones. Ouais, c'est ça. Mais là, on a plein de francophones qui sont un peu francophones comme ça sur l'île de Montréal. Ils vivent pas en français, ils parlent pas en français, ils consomment pas la culture en français, ils écoutent pas nos émissions, notre radio. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Puis Ottawa a pas l'air de vouloir bouger. On a changé de premier ministre. Ouais. J'ai pas vu de réelle volonté, moi, du premier ministre Carney de dire, OK, on change ça. Donc, je pense que c'est à nous, avec les pouvoirs qu'on a, de prendre des gestes pour être moins attractifs. Parce que les gens viennent ici en disant, ben le Québec, c'est extraordinaire. Je suis d'accord, vous dites que c'est extraordinaire. Ah ouais. Mais c'est peut-être un petit peu trop extraordinaire, vu de l'extérieur, là. Donc, il faut s'arranger pour leur donner le goût, peut-être, de choisir une autre destination. Puis les chiffres sont parlants, là. Si on prend
dans l'augmentation de 200 000, il y en a à moitié, c'est ce qu'on appelle les demandeurs d'asile. Ouais. Donc, des gens qui sont mal pris chez eux puis qui viennent s'installer ici, avec raison, pour améliorer leur sort puis le sort de leurs enfants. Ben, le Québec, c'est 22 % de la population au Canada, Ouais. mais on a reçu 45 %. Donc, 2 fois plus C'est ça. que la proportion qu'on présente au Canada, parce que le Québec est très attrayant. Mais c'est délicat d'aller dire, on va rendre le Québec moins attrayant pour les nouveaux arrivants, surtout Montréal. Puis là, je pense que c'est important aussi, là, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent, moi, en région, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai pas de problème à intégrer les nouveaux arrivants. J'en prendrais plus, même. Oui, J'en prendrais parce qu'ils n'ont pas le choix que d'apprendre le français. Ils ne peuvent pas vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'ils ne parlent pas français. Ouais. Puis c'est vrai, il faut distinguer Montréal du reste du Québec. Bon, si on dit à Montréal, on voudrait être moins attrayant, ça veut dire quoi ça concrètement? Mais il faut que les nouveaux arrivants qui arrivent dans les immigrants, que nous, on sélectionne, s'installent en majorité à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de la ville, même je vous dis, à l'extérieur de la CMM. Puis on le fait, là. On le fait avec notre nouveau programme, là, le PSTQ, Programme de sélection de travailleurs qualifiés. Là. On va être capable d'installer les gens en région. Au lieu de les faire venir à Montréal, puis après ça, essayer de les convaincre de déménager, avec plus ou moins de succès, on va d'abord les installer en région. Les enfants vont aller à l'école, les gens vont travailler, puis après 2 ans, mettons, on va dire, ben regarde, voilà, on te donne la résidence. Il y a des fortes chances qu'ils parlent le français, même avec l'accent local, et qu'ils restent là. Mais pour ce qui est de ce qu'Ottawa nous fait, là, en faisant venir comme 45 % des demandeurs d'asile de tout le Canada, alors qu'on est 22 % de la population, ben c'est là où il faut envoyer le message, pas juste à Ottawa, mais aux personnes, aux humains qui choisissent de venir ici. Vous pouvez venir au Canada demander l'asile. Si vraiment vous êtes persécuté à l'extérieur, c'est correct, là. Puis on va prendre notre part à part de ça. On va prendre notre part, 22 %. Mais au-delà de ça, il y a d'autres provinces que le Québec pour s'installer. Et puis, on va les inviter à s'installer d'abord dans d'autres provinces. Ou bien non, s'ils arrivent ici, puis ils ne sont pas capables de se trouver un emploi, on va dire, mais regardez, justement, vous n'êtes pas enracinés ici, vous n'avez pas d'emploi ici. Après quelques mois, bien, c'est le temps de vous relocaliser ailleurs dans le Canada. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut poser? Puis je sais qu'on a discuté tous les deux. C'est sûr, un demandeur d'asile qui s'installe à Montréal, ben, il a accès aux soins de santé, il a accès à l'éducation de ses enfants. Bon, il a accès, mais là, ça devient un vrai défi pour tout le monde, un logement abordable, mais c'est difficile parce qu'à un moment donné, ça a tellement grossi rapidement qu'on n'arrive pas à construire aussi vite. Et ben, il a accès à l'aide sociale s'il ne travaille pas. Donc, je sais qu'une des choses qu'on regarde, c'est de dire, est-ce qu'après un certain temps, on ne devrait pas réduire l'aide sociale? Là, j'entends déjà des gens dire, pauvre monde, ils sont mal pris, ils arrivent à Montréal et on va réduire l'aide sociale. Mais en même temps, quel message on veut envoyer pour dire, écoutez, là, on a dépassé notre capacité d'intégration. On n'y arrive plus, puis on est en train de perdre notre langue, le français, parce que beaucoup de ces demandeurs d'asile-là ne parlent pas français. Fait qu'on je sais que vous regardez les choses avec les demandeurs d'asile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quand on dit que la capacité d'accueil est dépassée, c'est pas juste théorique, là. Non. Il n'y a plus de place dans les écoles. On construit des modulaires dans les cours d'école. On rapetisse la cour d'école. Puis dans le modulaire, on n'a pas de prof pour mettre devant la classe. Fait qu'à un moment donné, là, ça peut pas être plus clair. Ça nuit à toute la population. Ça nuit à pas tout le juste monde. aux nouveaux arrivants. À tout le monde. Puis la difficulté de se loger aussi n'est pas juste liée à l'arrivée de demandeurs d'asile, mais c'est juste que quand tu as un nombre limité de logements, tu es déjà en pénurie de logements, puis tu fais arriver 200 000 personnes, bien, c'est évident que ça vient accroître l'enjeu. S'ils arrivent ici, puis se trouvent un emploi rapidement, bien, en tout cas, c'est déjà un vrai pas vers l'intégration. Puis francisation Québec, ça fonctionne de mieux en mieux. Là, la liste d'attente diminue à chaque semaine, c'est qu'on y arrive. Mais s'ils ne sont pas capables de se trouver un emploi. J'arrête là-dessus. Le monde dit,
des centaines de milliers de personnes à franciser, ça va prendre plusieurs années. Il faut être réaliste. On a un certain nombre d'enseignants, de profs. Oui. Donc, tu sais, c'est que moi, je me dis, là, juste depuis 2 ans, on est passé de 48 de francophones à 43 Oui. On va-tu tomber à 39 dans 2 ans? Tu sais, puis déjà à 43, c'est inquiétant. Oui, mais quand je dis qu'on y arrive, c'est qu'on répond mieux à la demande, mais il faut baisser la demande parce que c'est pas tout le monde qui s'inscrit non plus, c'est pas obligatoire. Là. Donc, c'est un vrai enjeu. Moi, je reviens avec le fait que les gens devraient choisir d'autres destinations que le Québec quand ils demandent l'asile. Là, hein. On veut faire notre part, mais pas plus que notre part. Puis moi, je trouve ça raisonnable de dire que des gens, après quelques mois là, après qu'ils aient leur permis de travail, s'ils n'ont pas toujours trouvé d'emploi, là, ben, qu'ils aillent chercher un emploi ou chercher de l'aide sociale dans une autre province que le Québec. D'abord, on dit que la demande d'asile, ça relève d'Ottawa. Là. Nous autres, on aimerait ça contrôler toute notre immigration. Mais si vous voulez que ça relève d'Ottawa, très bien. Ça veut dire que c'est une question canadienne. Ça veut dire que c'est pas aux Québécois à supporter l'aide sociale puis la recherche d'emploi de toutes ces personnes-là. Donc, en disant, après un certain nombre de mois, on coupe l'aide sociale, ça ne veut pas dire que les gens s'en vont dans la rue. Ça veut dire que les gens s'en vont au Manitoba ou en Alberta ou en Saskatchewan pour se trouver un emploi ou trouver de l'aide sociale en attendant qu'ils se trouvent un emploi. Okay. C'est une mesure qui est forte, mais c'est une situation de crise qu'on vit. Si on regarde l'autre moitié, là, on dit depuis 2 ans, il y a eu une augmentation de 200 000 immigrants temporaires. Il y en a à moitié, c'est des demandeurs d'asile. L'autre, c'est surtout des travailleurs temporaires. Bon. Je sais que vous avez mis en place des mesures, quand je dis vous, là, je parle de votre ministère, de ton ministère, mais les travailleurs temporaires, bon, mettons qu'ils ont un permis de 3 ans. Au bout de 3 ans, on peut-tu exiger la connaissance du français avant de renouveler le permis? Est-ce que c'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on fait maintenant. Est-ce que le fédéral a accepté strictement de dire « je ne renouvelle les permis de ceux qu'on appelle les PMI seulement si ils ont une connaissance du français. » Ils font le travail à moitié, Ottawa. Nous, on le fait avec nos travailleurs étrangers temporaires de notre programme québécois. À partir de maintenant, ceux qui arrivent, ils ont 3 ans pour apprendre la langue, sinon on ne renouvelle pas le permis après 3 ans. Ça, c'est clair. C'est ça qu'on fait. C'est dans notre cours. Mais il y a beaucoup plus de travailleurs temporaires qui relèvent d'Ottawa que de Québec. Le PMI, le Programme Mobilité Internationale, ils ont accepté de s'arrimer à notre norme, mais juste pour une fraction des travailleurs étrangers. C'est ça le problème. Donc, oui, ils vont le faire, mais il y a une majorité de travailleurs étrangers qui relèvent d'Ottawa qui n'auront pas cette exigence-là. Donc, c'est pas fort. C'est apprendre un certain niveau de français, c'est une chose. Ça ne fait pas de toi un francophone si tu ne parles pas français à la maison. Donc, est-ce que le peuple qui vit à Montréal va ne plus être francophone dans l'avenir? Ça reste un enjeu quand même important. Puis, en tout cas, moi, j'en parle avec le premier ministre du Canada, Mark Carney, à chaque fois que je le vois, et j'essaie de lui expliquer que c'est insoutenable. C'est insoutenable d'avoir seulement 43 de francophones à Montréal. C'est insoutenable. Mais le problème, puis l'enjeu, puis moi, ma peur là, au ventre que j'ai, là, c'est que une majorité de Montréalais accordent plus ou moins d'importance aux Français. Puis que eux, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, disent, ben là, pourquoi on ferait des lois sur le français? C'est la loi de la minorité, là. Baragouine quelques mots en français, mais lâchez-moi avec ces exigences-là. Puis pourquoi je suis obligé d'envoyer mes enfants à l'école en français, puis, etc., etc. Il y a une espèce de désaffection pour les mesures linguistiques à Montréal, parce que ça va être des désaffections ça va être des mesures pour la langue de la minorité. On va être obligé d'accorder ça à la minorité francophone montréalaise. Il ne faut pas se rendre là. Puis moi, j'ai peur qu'on arrive au point de bascule. Donc, il faut bouger tout de suite pour avoir un tissu social montréalais réellement francophone. Bon, donc, on a parlé du français parce que notre nation, tu le disais, c'est une langue, c'est une culture, c'est des valeurs. Parlons un peu de laïcité. Ouais. Bon, parce que tu viens de déposer un autre projet de loi. Rappelons un petit peu la petite histoire. En 2019, on a déposé le projet de loi 21 pour interdire les signes religieux
aux employés de l'État qui sont en position d'autorité. Ouais. Enseignants, policiers, gardiens de prison et juges. OK? Et c'est après plusieurs années, on se rappelle des accommodements raisonnables, puis bon, tout ce qui s'est passé à travers les années. Donc, c'est notre gouvernement, en 2019, qui a proposé un nouveau geste. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand tu es une petite fille de 5-6 ans, puis ton enseignante apporte un signe religieux, ben, c'est quoi le message qui est envoyé? Bon, puis c'est une question, là. Bon, évidemment, on parle beaucoup du hijab, mais on pourrait parler de la kippa. Il y a peut-être certains endroits où il y avait encore des enseignants qui avaient une croix. Ouais. Donc, de dire, idéalement, on voudrait que les personnes en autorité soient neutres au niveau de la religion. Là, tu viens de déposer un projet de loi qui vient toucher, qui va un petit peu plus loin. Mm-hmm. Des garderies. Ben, avec une clause grand-père. Ça veut dire, ceux qui sont déjà là, les éducatrices, sont corrects, même s'ils ont un signe religieux, mais à l'avenir, la petite fille, qui a peut-être 3, 4, 5 ans, ben, elle veut aussi avoir une éducatrice qui vient pas comme, tu sais, c'est souvent son idole, Ouais. indirectement dire, regarde, ma religion, c'est celle-là. Bon, c'est pas, c'est un autre dossier délicat, franchement, on en a plusieurs. Bon, puis il y a eu les prières de rue aussi. Puis là, bon, il y a des gens qui vont dire, ah, il n'y en a pas tant que ça, des prières de rue. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de monde qui me dit, c'était chalant, là, ce qui est arrivé. Tu sais, ce qui est arrivé. Moi, mon bureau est devant McGill, pas l'été passé, l'autre été avant, il y a eu des tentes avec des messages anti-juifs durs. Bon, on a eu aussi ce qui est arrivé dans une école où des enseignants interdisaient aux petites filles de faire de l'éducation physique parce que ça allait contre la religion, les écoles publiques. Mais oui. Fait que, bon, il n'y a peut-être pas énormément de cas, mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, entre autres en Europe, on a jugé qu'il fallait agir maintenant. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Évidemment, encore, tu t'es fait traiter de raciste, il veut moins d'immigrants, il veut interdire les signes religieux, donc il veut pas laisser la chance, entre autres, bon, aux musulmanes de pouvoir être enseignantes. Ça a dû être quand même dur. Là. Ben oui, parce qu'on se fait faire toutes sortes de procès d'intention, mais c'est des personnes qui regardent nos lois ou nos prises de position sur quelques mois, puis tel article de journal. Mais notre réflexion est plus grande que ça. Oui. Moi, j'aime ça prendre le temps d'expliquer que le parcours historique québécois, c'est un parcours de laïcisation graduelle. Des années 40, 50, soit 30, 40, 50, c'était les curés qui décidaient beaucoup, puis les bonnes sœurs. Puis écoutez, ils ont fait des choses extraordinaires. C'est eux autres qui soignaient le monde, c'est eux autres qui éduquaient le monde. Puis merci. Merci. Mais à un moment donné, on a évolué vers d'autres choses. Des années 60, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Pour devenir avocat, notaire, comptable, médecin, il fallait passer par les cours classiques. C'était pas des mauvais cours, mais c'était bizarre qu'il fallait absolument passer par des congrégations religieuses pour accéder à des professions. Ça n'avait pas de bon sens. On dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Le premier geste de laïcité, on ne l'appelait pas laïcité. On disait déconfessionnalisation. Ouais. Mais c'était la même affaire. Ben ouais. C'était la même affaire. On a créé les polyvalentes à la place du collège de la Cité. On a avancé, des commissions scolaires catholiques et protestantes. Avec les yeux d'aujourd'hui, c'est quand même bizarre. On séparait les jeunes. Ah oui. Toi, t'es protestant, va étudier avec les protestants. Toi, t'es catholique, va étudier avec les catholiques. Puis après ça, on va te préparer à faire ta première communion avec l'argent des taxes et des impôts à part de ça. On le voit encore dans notre société. Tu sais, les Italiens, les Irlandais étaient catholiques, donc ils pouvaient plus se mélanger avec les francophones, alors que ceux qui étaient protestants, ben ils pouvaient pas se mélanger. Moi, j'ai joué dans le film aussi. Quand j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai enlevé les cours de religion catholique puis de religion protestante. Imaginez-vous, je suis quand même pas si vieux que ça. Non. Quand j'ai été ministre de l'Éducation, quand je suis arrivé, il y avait des cours d'éducation catholique puis des cours d'éducation protestante dans nos écoles. Public. Public,
public là, pour tout le monde. Et j'ai enlevé ça, que ça devienne un cours des religions. Bon, ça a évolué vers un cours de la citoyenneté, mais tu as raison de dire qu'il y a comme une évolution. Et les gens qui disent, ah, là, ce que vous faites en ce moment, c'est contre les musulmans ou contre les femmes en particulier. Les premières religions là, qu'on a sorties là, de notre espace public puis de l'État, c'est la religion protestante et catholique. Absolument. C'est les deux peuples fondateurs, si on peut le dire. Là. Tu sais, je veux dire, quand on a fondé Ville-Marie, là, c'était une mission catholique. Quand je regarde les prières de rue à Montréal, c'est des hommes qui sont là. Oui, c'est ça. Donc là, quand on empêche, c'est vrai, c'est bon. Donc, tu sais, des fois, il y a des gens qui font des procès d'intention, mais sans connaissance du dossier. Ouais. Regardez ça sur 50, 60 ans, vous allez voir que c'est une marche lente, assumée, démocratique, vers la laïcité. On a fait un pas extraordinaire. Moi, je suis fier de faire partie du gouvernement avec toi comme premier ministre, puis Simon-Jean Barrette, qui a été un bon leader avec la loi 21. C'est très bon. Mais là, les Québécois regardent ça, ils disent, ouais, mais là, vous avez fait la loi sur la laïcité, puis je vais porter mon enfant en garderie, puis la personne porte un symbole, puis moi, j'ai un malaise. Vous avez fait une loi sur la laïcité, puis vous continuez de financer des écoles religieuses qui transmettent vraiment la foi. Vous avez fait une loi sur la laïcité, puis les gens se promènent avec des burkas puis des niqabs dans les cégeps, dans les universités, et puis les gens, ils provoquent le monde dans des prières de rue. Coudon, là, on dit, ben, on a fait un premier pas extraordinaire. Merci de votre adhésion. C'est le temps de faire un deuxième pas, tout simplement. C'est le temps de faire un deuxième pas. C'est un débat qui a lieu un peu partout dans le monde. Oui. Tu sais, quand on regarde en Europe, incluant en France, c'est un débat qu'on voit, bon, indirectement aux États-Unis avec M. Trump, on voit ce débat-là. À l'Assemblée nationale, on le voit. Avant, il y avait comme des partis souverainistes, des partis fédéralistes. Là, il y a des partis qui sont plus nationalistes, défendent l'identité, puis d'autres qui sont plus multiculturalistes, qui disent qu'il ne devrait pas y avoir une culture d'intégration. Donc, c'est un débat important de savoir est-ce qu'on a le droit de défendre notre langue, notre culture, nos valeurs comme nation, ou si on devrait d'abord se concentrer à défendre toutes les minorités. C'est un gros débat actuellement, politique, partout dans le monde. Mais on protège les droits des minorités. Ouais. On va continuer de protéger les droits des minorités comme gouvernement, mais on dit que ça existe, la culture commune. C'est justement, tu parles du multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça dit que toutes les cultures de partout dans le monde sont bienvenues au Canada, puis le gouvernement canadien se donne la job de préserver chacune des cultures d'origine, chacune des langues d'origine, sans faire la promotion d'une culture qui serait locale. Nous autres, on a dit ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a fait notre loi sur l'intégration nationale. On s'est dit, notre modèle, nous autres, c'est un modèle de vivre ensemble. On va miser sur ce qui nous rassemble, sur notre culture commune. Ça existe, la culture québécoise. Donc, il faut d'abord dire qui on est. Après ça, dire aux gens, bien, bienvenue chez nous, apportez votre couleur, venez contribuer, mais adhérer à notre culture. C'est important. Ouais. L'autre sujet, puis je te voyais l'autre soir à l'émission Tout le monde en parle, c'est l'utilisation de la clause dérogatoire. C'est de dire, bien, dans la Constitution canadienne, c'était prévu pour toutes les provinces, pas juste le Québec, de dire, bon, quand on peut juger, disons, qu'on interdit les signes religieux, que ça pourrait peut-être nuire à une minorité, on peut utiliser la clause dérogatoire pour défendre l'ensemble de la société, la majorité. Il y en a qui n'aiment pas ça. Tu l'as entendu l'autre soir, mais en même temps, moi, il y a des premiers ministres de l'autre province qui me disent « Jamais j'aurais signé la Constitution si j'ai pas eu la clause dérogatoire qui me donne des pouvoirs comme province d'être différent, peut-être des décisions qui sont prises par les tribunaux au Canada. » Donc, là aussi, il y a des débats importants qui ont lieu actuellement. Puis c'est un outil qu'on a, c'est un outil légal dans la Constitution qu'on n'a pas signé, mais justement, même les autres provinces ne l'auraient pas signé s'il n'y avait pas eu cet outil-là. Là. Ça faisait partie du pacte de départ. Là. Puis des gens très, 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 très fédéralistes comme Trudeau père, puis Jean Chrétien, ont vanté les mérites de la clause dérogatoire. Pas parce que c'était des nationalistes québécois, là.
Donc, nous, on a le droit d'utiliser. Exact. On a le droit, puis c'est nécessaire dans notre situation. On a une nation qui est vulnérable, fière, mais vulnérable. Puis on a un outil qui est comme un bouclier. On ne va pas le laisser à terre, on va l'utiliser, notre bouclier. C'est notre rôle. Si on ne le faisait pas, là, les générations suivantes nous jugeraient assez sévèrement, je pense. Exact. Bon, là, on me dit que notre temps achève, Jean-François. C'est plate parce que là, c'est le fun. Moi, je fais ça. Mais là, parlons en terminant un peu l'avenir du Québec. Comment tu vois la suite des choses? Comment tu vois l'avenir de notre nation? Bien, je pense que tu le dis assez souvent, la nation québécoise, sa culture sera toujours vulnérable. Oui. Mais je pense qu'on a un bel avenir devant nous autres. Tu le dis, puis je le crois vraiment. On a tout pour réussir. Là. La plus grande richesse naturelle du Québec, c'est les Québécois. C'est les Québécois, c'est nos cerveaux, c'est notre génie, notre capacité à nous questionner, mais à nous réinventer, puis à créer notre modèle. Mais on a aussi des richesses naturelles incroyables. On a le souci de débattre en se respectant. Fait qu'on est capable de se remettre en question. Fait qu'on est capable de faire évoluer le modèle. Tu sais, je disais tantôt, au début des années 2000, je me suis impliqué en politique pour faire bouger les affaires. Bien, on a prouvé, depuis qu'on est là en 2018, que le Québec est capable de se réinventer, qu'il est capable de se donner un nouvel élan. Donc ça me rassure pour la suite. On est capable, quand ça brasse un peu, de se remettre en question. Donc, ouais, je dirais que je suis assez optimiste pour la suite des choses, mais parce que, pas juste parce qu'on est capable de défendre notre modèle, mais c'est parce qu'on est capable de faire évoluer. Oui, exact. C'est ça. Hey, Jean-François, merci beaucoup. Je suis vraiment content, chanceux de t'avoir dans l'équipe. Merci pour tout ce que tu as fait. Puis, on continue. Continuer. Ouais.